travailleurs sans-papiers, du combat des coiffeuses du boulevard de Strasbourg ou encore des femmes de chambre des palaces des Champs-Élysées. En 2014, il devient le premier adjoint au maire en charge du logement à imposer des constructions de logements sociaux dans les arrondissements de l'Ouest parisien et il tient bon face au torrent de boue raciste et homophobe déversé par la droite parisienne. C'est la figure de proue du vaste mouvement s'opposant à la privatisation sauvage des centres-villes par Airbnb. C'est celui qui défend bec et ongle l'encadrement des loyers face à la spéculation immobilière qui chasse toujours plus loin celles et ceux qui vivent de leur travail. C'est l'élu qui ne lâche rien sur les valeurs de solidarité avec les sans-abri, les Roms et les migrants. C'est la révélation de la gauche du débat d'hier soir. C'est notre porte-parole et notre tête de liste et nous en sommes fiers. J'appelle maintenant Yann Brossat. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, même si la nuit a été un peu courte, comme vous pouvez l'imaginer. Elle s'est terminée sur France 2 un peu tard. Ceux qui ont veillé jusqu'à minuit et demi le savent peut-être. Et elle a commencé ce matin avec un coup de fil de France Bleu Isère. Donc j'étais déjà un peu là dès 7 h du matin. Très heureux d'être ici. Très heureux d'être ici justement parce que, en écoutant Cécile à l'instant, je me disais qu'effectivement, quand j'ai un coup de mou, ça m'arrive, je pense à la très belle campagne que vous avez menée lors des dernières élections régionales. À cette campagne que vous avez menée face à des vents contraires, à cette campagne qui a démarré très bas et qui finalement vous a permis d'arracher un très beau résultat et d'avoir aujourd'hui des élus exemplaires, des élus combatifs au Conseil régional face à un président du Conseil régional dont le moins qu'on puisse dire est qu'il mérite d'être combattu pied à pied. Très heureux d'être ici parce que nous sommes maintenant dans un moment où pour plein de Français, la campagne va véritablement démarrer. Beaucoup de Français vont commencer à s'intéresser à ces élections européennes. Ces élections européennes qui ont lieu le 26 mai prochain. C'est une date que je vous demande de retenir, que je vous demande de répéter un peu partout, parce que c'est une élection à un tour. Et donc, si vous n'avez pas voté le 26 mai, d'une certaine manière, vous avez raté votre tour. Et ça ne sert à rien de se déplacer le dimanche suivant. Donc, l'échéance à retenir, c'est le 26 mai. C'est d'ailleurs une élection à la proportionnelle. C'est très important de le dire. Parce qu'une élection à la proportionnelle, ça veut dire que chaque voix comptera. Et que plus nous ferons de voix, plus nous aurons de députés au Parlement européen. Et après tout, on n'en a pas tant que ça des élections à la proportionnelle. C'est la dernière élection proportionnelle qui existe dans notre pays à l'échelle nationale. Et donc, profitons de cette élection à la proportionnelle pour exprimer le courant de pensée qui est le nôtre, le courant de pensée du Parti communiste, la conviction que nous partageons avec d'autres, que dans une société aussi riche que la nôtre, chacune et chacun devrait tout simplement avoir le droit à une vie digne et avoir le droit d'apporter un peu de bonheur à ses enfants. C'est la conviction que nous portons pour la France, pour l'Europe, et c'est la conviction que nous portons à l'occasion de ces élections européennes. Évidemment, ces élections européennes, elles se tiennent dans un contexte bien particulier. C'est un contexte de grande colère qui monte dans notre pays depuis maintenant des mois, 20 semaines, cela a été dit à l'instant. C'est la colère de millions de travailleurs qui demandent simplement à pouvoir vivre dignement de leur travail. C'est la colère de millions de retraités qui ont subi coup sur coup l'augmentation de la CSG et la désindexation des retraites par rapport à l'inflation. C'est la colère de millions de jeunes aussi, et Lucie Martin l'a si bien dit, et je suis si fier qu'elle soit candidate sur notre liste, si fier que vous l'ayez choisie pour représenter votre département sur notre liste européenne. C'est la colère de millions de jeunes, effectivement, qui ne veulent pas de cette réforme Parcoursup, qui n'est rien d'autre que la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université. Donc oui, il y a beaucoup de colère.
Beaucoup de colère et face à ça, un gouvernement qui n'entend rien, qui ne comprend rien et qui continue coûte que coûte à mener sa politique profondément injuste. Et d'ailleurs, non seulement ils n'entendent rien, mais chaque jour, ils rajoutent un peu de sel sur les plaies. Vous avez peut-être entendu il y a quelques semaines la mal nommée ministre des Solidarités nous expliquer qu'elle voulait reporter l'âge de départ à la retraite. Mais enfin, c'est quand même invraisemblable. Cela fait des mois maintenant que des hommes et des femmes se mobilisent pour revendiquer leur droit à vivre dignement de leur travail. Et la réponse du gouvernement à ça, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite digne. Voilà la réponse de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et comme ça ne leur suffit pas, les voilà qui nous disent « on va mettre en place une journée de solidarité pour financer la dépendance ». Mais qu'est-ce que c'est qu'une journée de solidarité pour financer la dépendance? Au passage, ils n'ont rien inventé, puisque c'est une mesure qui avait déjà été prise du temps où un certain Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. La fameuse journée de solidarité. Drôle de conception de la solidarité entre nous. Avec eux, la solidarité, c'est toujours la solidarité des pauvres avec les pauvres. C'est jamais la solidarité des riches avec les pauvres. C'est quoi la journée de solidarité, comme ils l'appellent? C'est une journée de travail gratuit. C'est ça la réalité. C'est une journée de travail gratuit qu'ils veulent imposer aux salariés de notre pays. Et là encore, à tous les ronds-points, on a des gens qui manifestent en disant « on veut que le travail paye ». Et la réponse du gouvernement, c'est une journée de travail gratuit. Il faut le faire quand même. Alors oui, chaque jour, les voilà qui nous font une nouvelle provocation. On a même eu un Premier ministre, M. Philippe, nous dire qu'il va falloir mettre en place des contreparties aux aides sociales. Et ils osent nous dire que c'est ce qui remonte du grand débat national qu'ils ont lancé à grand renfort de communication. D'ailleurs, vous avez vu que le grand débat national a coûté 12 millions d'euros. C'est 6 fois plus que notre campagne aux élections européennes. Mais je pense qu'avec 2 millions d'euros, nous aurons plus de succès que eux avec 12. Et donc, ils nous disent, il va falloir mettre en place des contreparties aux aides sociales. Quand on sait que les aides sociales ne permettent même pas d'atteindre le seuil de pauvreté. Ils nous disent, ces aides qui ne permettent même pas d'atteindre le seuil de pauvreté, il va falloir que vous les méritiez. Il va falloir que vous donniez quelque chose en échange. Parce qu'on est quand même déjà bien gentil de vous donner vos 300 ou 400 euros qui vous permettent à peine de survivre. Et donc ils disent, on va mettre en place des contreparties. Alors moi je veux bien qu'on regarde toutes sortes de contreparties. Je veux bien par exemple qu'on regarde les contreparties aux aides publiques aux entreprises. Parce que quand on regarde dans le détail, une entreprise comme Ford par exemple, au hasard, elle a touché 50 millions d'euros d'aides publiques. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme contrepartie? Elle a viré 850 salariés à Blanquefort. Voilà la réalité. Donc si on a envie de chercher des contreparties, nous on a quelques idées pour trouver des contreparties, mais croyez bien que les contreparties avec nous, ce ne seront pas des contreparties aux aides sociales, ce seront des contreparties aux aides publiques à ces grosses boîtes qui s'en mettent plein les poches et qui virent des salariés derrière. Et je vais même vous raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, nous avons rencontré les responsables de Google France. Vous connaissez Google, cette entreprise qui vous permet de faire des recherches sur Internet. On les a rencontrés, ils nous ont dit quelque chose de très intéressant. Ils nous ont dit, vous savez, alors il faut dire qu'on les a rencontrés 2 jours après qu'on ait eu l'information qu'ils avaient planqué 20 milliards d'euros aux Bermudes. Pas parce que les Bermudes c'est un endroit sympathique, mais parce que les Bermudes c'est un endroit qui permet de ne pas payer d'impôts. Et ils nous ont dit, vous savez, on est un peu embêtés, et on est embêtés de vous le dire, parce que nous on touche le CICE. Et ils nous ont dit,
Mais vous savez, on ne demande pas à toucher le CICE, c'est automatique. Donc voilà des gens qui font de l'optimisation fiscale, je dis optimisation parce que c'est le terme poli pour dire de l'évasion fiscale, et donc ces gens qui font de l'optimisation fiscale, donc qui quand même arnaquent l'État, dans le même temps touchent des chèques de l'État. Et ils s'en excusent puisqu'ils ne l'ont pas demandé. Mais vous savez, le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est que l'État continue à faire des chèques à toute une série de multinationales qui font de l'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, l'ensemble du CICE, depuis 2013, c'est 111 milliards d'euros qui ont été donnés, notamment à de très grosses boîtes, notamment à des grosses boîtes qui font de l'optimisation fiscale. Alors toutes celles-là, il y aurait de sacrées contreparties à leur demander, peut-être déjà une première contrepartie qui consisterait à leur demander de payer des impôts. Donc voilà où nous en sommes avec ce grand débat national lancé par le gouvernement, qui est un peu le concours Lépine de l'idée la plus absurde au regard de l'exigence de justice sociale portée par des millions de Français depuis maintenant 20 semaines. Donc nous avons des choses à dire, nous les communistes. Et nous avons d'ailleurs bien l'intention de continuer à les porter très fort dans le cadre de ce débat national. L'augmentation du SMIC, l'augmentation des retraites, des petites pensions, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que quand on y regarde d'un peu près, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 4 milliards d'euros en moins dans le budget de l'État. Quand même, 4 milliards de la concurrence libre et non faussée. Qui peut imaginer que nous relèverons le défi climatique si nous continuons à appliquer la loi du profit dans tous les domaines? C'est absurde. Et dans tous les secteurs où on a mis en concurrence, dans tous les secteurs où ont prévalu les logiques du fric, ce sont les enjeux environnementaux qui ont été sacrifiés. Donc c'est un enjeu majeur et c'est aussi pour cela que nous avons besoin de services publics. Et puis troisième chantier, absolument fondamental, c'est la question de l'argent et de la répartition des richesses. Vous savez que depuis 10 ans, la Banque centrale européenne, qui est le coffre-fort de l'Union européenne, elle a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées. 3 000 milliards d'euros. Pour le coup, là aussi, sans contrepartie ni aucune espèce de condition sur l'usage que ces banques ont fait de cet argent. Eh bien ça, il faut que ça cesse. Et nous proposons que cet argent-là, au lieu d'aller vers les banques privées, il aille vers les services publics, et de cette manière-là, qu'il puisse servir l'intérêt général. Et puis, l'argent, c'est aussi l'évasion fiscale. D'ailleurs, hier, pendant le débat, je me suis fait la réflexion, mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire. On nous bassine avec cette question des frontières. Vous avez vu, hier, on a quand même passé 2 heures à parler de la question des frontières. Et ils étaient tous là à dire les uns après les autres, il faut dresser des frontières partout. On en dresse déjà beaucoup des frontières à l'extérieur de l'Union européenne pour empêcher les réfugiés d'entrer au sein de l'Union européenne. On en dresse partout. Le mur de barbelés de 3 mètres de haut qui a été construit en Bulgarie, il a coûté 46 millions d'euros, dont 12 millions d'euros de fonds européens. La frontière, enfin le dispositif qui a été installé à la frontière franco-italienne pour empêcher les réfugiés de passer d'Italie en France, il nous coûte 50 000 euros par jour. 50 000 euros par jour. Donc des frontières, on en dresse tout le temps pour empêcher les réfugiés d'entrer sur notre territoire. Mais il y a des gens qui bénéficient systématiquement de frontières ouvertes en permanence. Ce sont les fraudeurs fiscaux. Pour eux, c'est open bar tout le temps. Pour eux, les frontières, elles n'existent pas. Et ce sont pourtant eux qui nous pillent. La fraude fiscale à l'échelle de la France, c'est 100 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année.
À l'échelle de l'Union européenne, la fraude fiscale, c'est 1000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Et nous avons 2 propositions concrètes à faire sur cette question. La première, c'est la taxation à la source des multinationales. Parce que si le gouvernement a été capable de mettre en place la taxation à la source sur les familles, je ne vois pas pourquoi on serait incapable de mettre en place la taxation à la source sur les multinationales. Donc nous le proposons dans cette campagne et nous avons bien l'intention d'en faire une grande revendication. Et puis, il y a quand même autre chose. On nous parle beaucoup des paradis fiscaux. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder la liste des paradis fiscaux. Fabien Roussel l'a fait, il en a fait une très belle intervention à l'Assemblée nationale. Intéressant, la liste des paradis fiscaux établie par l'Union européenne. Il y a des pays, je ne savais même pas qu'ils existaient. Les îles Samoa, plein de petites îles comme ça, là. Mais alors, il y a des pays, ils ne sont pas sur la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne. Ils n'y parlent pas du Luxembourg, il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas Malte, il n'y a pas Chypre, il n'y a pas l'Irlande. C'est curieux, parce que tout le monde sait que ce sont des paradis fiscaux, parce que toutes les organisations non gouvernementales le disent, parce qu'il y a plein d'études qui prouvent que dans ces pays-là, on a plein d'entreprises qui localisent leurs bénéfices pour éviter de payer des impôts dans le pays où elles font leur business. Et donc si c'est le cas, c'est précisément parce que ce sont des paradis fiscaux. Et donc nous disons qu'il est temps de mettre en demeure ces paradis fiscaux qui sont à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'être dans une Union européenne où des pays se conduisent en paradis fiscaux, c'est-à-dire que ces pays nous pillent de nos recettes fiscales. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Et donc il est temps de mettre en demeure le Luxembourg, l'Irlande, Chypre, Malte, les Pays-Bas, tous ces pays qui se conduisent comme des paradis fiscaux et qui nous privent de recettes fiscales. Voilà quelques-uns des combats que nous portons dans cette campagne. Je ne vais pas les développer plus longuement. Je voudrais juste finir en vous disant 3 choses. La première, c'est que contrairement à ce qu'on dit souvent, le Parlement européen a beaucoup de compétences. On nous dit parfois tout se décide à la Commission européenne. Ça n'est pas vrai. Toute directive élaborée par la Commission européenne est ensuite soumise au vote des parlementaires européens. Donc ceux qui disent que le Parlement européen ne sert à rien, ceux qui disent que le Parlement européen n'a pas de compétences, mentent éhontément. La réalité, c'est que le Parlement européen, il décide de beaucoup de choses et qu'il est donc utile d'avoir des députés au Parlement européen. Le 4e paquet ferroviaire, par exemple, celui qui aboutit à la mise en concurrence du transport de voyageurs dans le ferroviaire. Ce 4e paquet ferroviaire, il a été adopté à 24 voix près. Cela veut dire que si nous avions été juste un tout petit peu plus nombreux au Parlement européen pour le refuser, on n'aurait pas eu derrière la loi sur la SNCF et la fermeture des petites lignes de train. Donc ça vaut le coup d'avoir des députés au Parlement européen. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que notre liste, elle est une liste qui a une grande force. C'est sa cohérence. C'est la cohérence des positions du Parti communiste sur la question européenne. Le Parti communiste, il a rejeté tous les traités européens ultralibéraux. Il n'y en a pas un seul que nous aurions adopté. Pas un seul. Et donc nous sommes la seule force politique de gauche à avoir cette cohérence-là et à avoir cette constance dans le combat. Nous n'avons jamais expliqué qu'on ferait l'Europe sociale avec des traités européens ultralibéraux. Nous n'avons pas fait campagne pour Maastricht en expliquant que Maastricht était la 5e merveille du monde. Nous avons perçu très tôt qu'il y avait dans ces traités un ADN ultralibéral qui conduit à la ruine des peuples d'Europe. Et donc, sur cette question, nous avons une certaine forme de légitimité que d'autres n'ont pas, et je l'assume avec beaucoup de fierté. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que nous avons une très belle liste.
une très belle liste, parce que c'est une liste qui est à l'image de la société française. Une liste composée à 50% d'ouvriers et d'employés, c'est-à-dire la proportion qui existe en France aujourd'hui. 50% d'ouvriers et d'employés. Et regardez, à côté de ça, le Parlement européen. 751 eurodéputés, et parmi ces 751 eurodéputés, 3 ouvriers. 3 ouvriers. Pas une seule femme ouvrière. Eh bien, nous avons décidé de prendre le contre-pied. Nous avons décidé d'avoir en deuxième position Marie-Hélène Bourlard. Elle est ouvrière et elle sera la première femme ouvrière à rentrer au Parlement européen. Donc, mes camarades, pour toutes ces raisons, je crois que ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de mobiliser partout autour de nous. On le sait, les élections européennes, ce sont souvent des élections marquées par beaucoup d'abstention. Et donc, il est très important que ceux qui veulent que l'Europe change, que ceux qui veulent que l'Europe ne soit plus cette machine à fabriquer de la régression sociale, que ceux qui veulent que, en Europe, on ait à nouveau un peu d'espoir pour les travailleurs, pour ceux qui vivent de leur travail, il est très important que cela se mobilise le 26 mai prochain. Et donc je compte sur vous pour mener campagne tambour battant d'ici le 26 mai. Et j'en suis convaincu, nous allons réussir à obtenir un très beau résultat. Belle campagne à tous. Merci Yann. Maintenant, il nous reste 50 jours pour mobiliser, 50 jours pour changer l'Europe. Et donc, tous à vos tracts, tous à vos affiches, c'est la mobilisation citoyenne qui comptera. Donc que dans chaque ville et dans chaque village, il y ait des initiatives.